Bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, épisode 0, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je m'appelle Cédric Ingrand. Les Doigts dans la Prise, c'est votre nouveau podcast sur la voiture électrique, la voiture autonome, les vélos, les trottinettes, bref, en fait, tout ce qui va nous permettre de passer à l'après thermique, à l'après moteur à explosion. Si on voulait faire chic, on dirait que c'est le rendez-vous des nouvelles mobilités, mais on n'est pas comme ça. Et parce qu'à plusieurs, on avance plus loin, à mes côtés, Thomas Degois. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Alors, si on a voulu lancer ce podcast, c'est d'abord parce que je pense que ça manquait, et puis parce que j'ai envie de dire, je pense qu'on est un peu dans la position de Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire que toi comme moi avons des voitures à moteur à explosion. C'est ça. La mienne est à essence. La mienne aussi. Ah, c'est bien, tu as déjà fait un effort dans le bon sens. Mais ça fait quand même longtemps qu'on regarde les voitures électriques avec les yeux de Chimène, mais malheureusement, je ne sais pas quelle était la densité du portefeuille de Chimène, mais voilà. Alors peut-être qu'un jour je vous raconterai l'histoire de comment j'ai été propriétaire d'une Tesla pendant 3 jours, une histoire édifiante et triste. Mais fabuleuse histoire. Ouais, c'est une fabuleuse histoire. Mais voilà, je pense qu'on arrive à un moment où il se passe énormément de choses, c'est-à-dire que tout à coup l'électrique est en train de devenir plus abordable, les technologies ont évolué, ça devient plus simple, il y a plus d'offres aussi dans tous les formats et presque tous les prix, j'ai envie de dire, et que beaucoup de gens ont besoin peut-être qu'on leur prenne la main un petit peu, parce que c'est pas juste une autre motorisation, j'ai envie de dire, c'est une autre expérience de la voiture. C'est complètement ça, hein. C'est vraiment une autre expérience de la voiture, une autre expérience de la conduite. On n'envisage pas du tout en fait la voiture de la même façon. Alors il faudrait voir ce que ça donne sur la longueur, mais jusque-là, le signe en tout cas qu'on peut donner, c'est que tous les gens qui se sont convertis à l'électrique, même ceux qui ont commencé il y a longtemps, et il y en a, ils sont nombreux, j'ai vu personne revenir à une essence ou à un diesel. En tout cas moi, quand on m'en a parlé, on m'a toujours dit que la marche arrière est impossible, quoi. Bien. On va passer ensemble en revue toute l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Alors Dieu sait qu'il y a du lourd, il y a du très très lourd. Pour tout dire, en fait, on voulait lancer ce podcast au moment, c'était quand, en février, en mars. Jusque-là, l'horizon était totalement dégagé. Bah oui, forcément. Se réunir ensemble pour faire des choses ensemble ressemblait à une bonne idée. Depuis, évidemment, il s'est passé des choses. Mais bon, à un moment, il faut quand même arriver à se lancer. On commence avec toute l'actu de la semaine. Et alors là, la grosse évidemment actu du moment, et c'est pas faute de l'avoir attendu, j'ai envie de dire, c'est quand même toute la série d'annonces que Tesla a fait lors de ce qu'ils ont appelé le Battery Day, en gros une journée, enfin un briefing un peu long, dédié aux technologies de la batterie. Je dis qu'on l'a attendu longtemps parce que ça fait quoi ? Ça faisait presque 1 an qu'ils avaient annoncé que vous allez voir ce que vous allez voir, un jour on va vous annoncer des trucs sur les batteries. Ah ouais. Grosse attente, très grosse attente. Ouais. En plus, ça avait été repoussé, je crois, du fait du Covid. Donc, autant dire que. Et puis, évidemment, la batterie, c'est quand même. J'ai envie de dire, il y a 3 choses dans une voiture électrique. Il y a le moteur, il y a la batterie, et puis après, il y a les fonctions d'autonomie, toute l'aide à la conduite, enfin toutes les améliorations, mais qui concernent pas seulement d'ailleurs la voiture électrique. Mais la batterie, ça reste quand même le cœur du problème, j'ai envie de dire, à nombre d'égards, que ça va évidemment de l'autonomie au prix, en passant par l'impact écologique et le reste. Du coup, il y avait une grosse attente, et toi, je sais pas, mais moi, j'ai pas été déçu. Alors moi, non, hein, pas du tout, au contraire même. Hein, c'est vraiment des annonces de malades qui nous ont sorti. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'ils ont voulu résoudre tous les problèmes en une seule fois. Ouais, c'est ça. Les problèmes au sens du prix, au sens de la capacité des batteries, c'est-à-dire en gros de ce que ça délivre par rapport au poids de la batterie, au sens des matériaux utilisés aussi. On va peut-être commencer par ça. Moi, c'était une des choses qu'on attendait, parce qu'évidemment, à chaque fois, on vous dit « Oui, mais attends, les batteries, est-ce que ça pose pas un problème écologique ?» Alors, il y a plusieurs éléments, évidemment, dans une batterie, mais on va dire qu'il y a 2 matériaux majeurs qui reviennent souvent dans la conversation. C'est le lithium. Le lithium, c'est un sel, c'est l'un des éléments les plus communs sur Terre, donc c'est pas très difficile d'en trouver, sinon qu'évidemment jusque-là, les mines de lithium sont souvent des choses à ciel ouvert, vous savez, un peu comme le sel marin à Noirmoutier, sinon ça se trouvait... Il y en a un peu partout, parce que du lithium, on en trouve partout. Mais au prix où on le trouvait jusque-là, il y en avait énormément au Chili, etc. Et c'était extrait dans des conditions
pas atroce, mais on va dire un peu moyenne. Et puis, comme toutes les mines, c'est des choses qu'on creuse et l'environnement immédiat a tendance à en souffrir, surtout quand on le fait avec beaucoup d'eau. Mais surtout, il y a le cobalt. Et alors là, le cobalt, c'est un truc qu'on trouve dans des milliers d'appareils. Ça va de votre smartphone jusqu'au pot catalytique de votre voiture à moteur à explosion actuelle. Mais le cobalt, lui, pose un vrai problème. C'est que pour l'essentiel, on le trouve au Congo, en République démocratique du Congo. Alors, il y a des grandes mines normales entre guillemets, tenues par des grands conglomérats. Et puis, c'est un peu comme l'or au moment de la conquête de l'Ouest. Il y a des petites mines amateurs, j'ai envie de dire, parce qu'on en trouve un peu partout là-bas. Et là, il y a un souci, c'est qu'évidemment, ça se fait dans des conditions de travail qui n'ont rien à voir, où on trouve même des enfants qui travaillent dans les mines. Bien sûr. Parce qu'en gros, ils creusent une mine au fond du jardin familial, je schématise bien évidemment, pour essayer d'extraire du cobalt qu'ils vont aller revendre au minier local. Donc c'est un vrai souci, et puis de toute façon, c'est un vrai souci d'avoir l'essentiel de la production d'un métal comme ça, concentré dans un seul pays, surtout qu'il n'y ait pas un exemple de démocratie éclairée. Oui, on peut dire ça, je crois qu'on peut dire ça. Hein. Ah ouais. Bon, après, il s'appelle quand même République démocratique du Congo, donc a priori... voilà. Oui, comme la Corée du Nord. Et voilà. Et du coup, c'est ça qu'on attendait. C'était d'arriver à un changement de technologie qui permette de s'éloigner du cobalt. Et ça, jusque-là, c'est réussi. C'est mission accomplie, ouais, complètement. C'est-à-dire que... ils ont réussi complètement à se séparer du cobalt au profit du nickel. Alors... Évidemment, en fait, on va pas non plus mettre du nickel partout. C'est ce qu'Elon a mentionné quand même dans le Battery Day, c'est-à-dire que l'acier, le mélange, enfin, la technologie acier-cobalt fonctionne très très bien pour les véhicules légers pour stocker l'énergie. En revanche, pour les véhicules qui demandent beaucoup plus de puissance, type le Cybertruck justement, type le Model X. C'est-à-dire le futur pick-up de Tesla, le Model X qui est le gros SUV, et puis les futurs camions, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, on va quand même passer sur du nickel. Et le nickel, justement, offre beaucoup plus d'avantages. Alors, pour le reste, on va quand même rester sur du lithium. Et là aussi, moi, il y a un truc qui m'a passionné, c'est que pour régler les problèmes d'approvisionnement et tout à coup pour vraiment avoir la main sur les modes de production et qu'on puisse pas les accuser de polluer la planète, Tesla va ouvrir une mine de lithium à son nom. Dans le Nevada, c'est-à-dire un jet de pierre de sa première grosse usine, de sa première gigafactory. Eux, ils expliquent, alors j'ai plus la superficie, je crois que c'est quelques milliers ou quelques centaines d'hectares, donc c'est grand, mais c'est au milieu du désert. Alors là, je peux vous dire, j'ai payé pour savoir que pour avoir traversé le désert du Nevada moult fois, il n'y a rien. C'est grand, c'est plat, il n'y a rien à voir. Mais eux expliquent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette mine-là suffirait à électrifier, entre guillemets, toute la production automobile américaine. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. Et c'est intéressant parce que moi je trouve intéressant d'abord qu'un constructeur tout à coup prenne la responsabilité de la provenance des éléments, des métaux, de tout ça qu'ils utilisent dans leur voiture. Mais aussi, je trouve ça intéressant parce que ça rentre vraiment dans ce qu'on sait de la stratégie de Tesla, qui est quand même une sorte d'intégration verticale forcenée. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, si vous achetez une Tesla, vous allez l'acheter dans un magasin Tesla, un peu comme vous iriez acheter un iPhone dans un Apple Store. Vous allez dans un magasin qui appartient à la marque. Il n'y a pas de concession indépendante chez Tesla. Non, aucune. On le voit bien aussi sur la production, c'est-à-dire que toutes leurs technologies leur appartiennent. Dans l'ensemble, il y a des choses qui sont sous-traitées. On le voit bien quand on rentre dans une Tesla. Il y a des leviers, des machins, des boutons, des commodos qui sont les mêmes qu'on trouve chez Mercedes. Donc il y a quand même quelques sous-traitants, mais pour l'essentiel, c'est-à-dire moteur, batterie, navigation, interactivité et le reste, c'est 100% Tesla. Et tout à coup, ils vont être propriétaires de leur chaîne d'approvisionnement en partant de la mine, ce qui est assez fou. Alors, je ne sais pas pourquoi ils le font. Quelles sont les raisons stratégiques ? Je pense que c'est aussi pour se garantir par rapport à la fourniture de ces éléments-là, pour pas être tributaire d'un prix de marché qui risque de grimper en flèche, parce que tout à coup, tous les constructeurs vont en vouloir.
Ils ont même expliqué d'ailleurs que ces technologies et ce que va produire la mine, ils vont l'utiliser pour eux, mais ils n'excluent pas d'en vendre un peu à d'autres constructeurs s'il y a de la demande pour ça. Oui, bien sûr. Ils ont raison d'ailleurs. Moi, c'est une des principales peurs que j'ai par rapport aux constructeurs existants quand je regarde un Renault, je sais pas, mais un PSA. Enfin, quand on regarde en France par exemple, c'est que ça va être difficile à long terme de se dire constructeur automobile si on n'est pas propriétaire de ses propres technologies. Ouais. Et pour l'instant, Tesla est presque le seul, je crois, il me semble, à être entièrement propriétaire, on va dire, de toute la chaîne. La chaîne, quoi. Moi, je serais curieux de voir ce qui se passe, par exemple, chez les constructeurs chinois, parce qu'il y a quoi ? Il y a plus d'une centaine de constructeurs chinois de voitures électriques. Alors souvent des toutes petites choses, mais pas que. Où est-ce qu'ils se fournissent ? Mais on est dans un métier qui ressemble un peu à l'informatique, c'est-à-dire un métier d'assemblage, où c'est pas tu vas chercher une carte mère chez Intel, un disque dur chez machin, un écran chez truc, mais tu vas chercher de la batterie chez X, un moteur chez Y, etc., etc. Et le problème, c'est que là, quand on fait ça, on est à la merci de n'importe quel concurrent, parce que tout à coup, n'importe qui, ou presque, j'ai envie de dire, peut s'improviser constructeur automobile. C'est ça. Tu veux qu'on se lance ? On va aller lever plein d'argent. Il y en a plein qui le font, en effet. Sauf chez nous, mais c'est vrai que ça risque de poser des problèmes à terme. Ce qu'ils ont dévoilé, en fait, c'est que l'élément le plus petit de la batterie jusque-là, ça ressemble à une pile, ça ressemble à une grosse pile. Ouais. C'est les piles qu'on met par exemple dans la cigarette électrique, etc. Ils vont changer le format. C'est ça. Mais pour quel bénéfice ? Alors, le bénéfice, en fait, il y a plein de bénéfices. Déjà, ils vont pouvoir passer sur un mode, sur une structure de batterie qui va faire partie intégrale de la structure du véhicule. Avant, on insérait une batterie dans le véhicule. Maintenant, la batterie va être structurante en elle-même, ce qui va déjà apporter pas mal d'avantages au niveau des performances du véhicule en lui-même. C'est-à-dire parce que jusque-là, on plaquait en gros une batterie, un plancher de batterie, j'ai envie de dire, sous la voiture. Ouais. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, je suis pas rentré dans le détail du détail, mais en tout cas, c'est plus un bloc de batterie qu'on va rajouter ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est une batterie qui sera vraiment partie intégrante de la voiture, et ça va permettre en fait de rendre le poids de la batterie vide négatif. En fait, c'est bizarre de parler de poids négatif, oui. Mais comme la batterie devient partie intégrante du véhicule, même en ayant des piles plus grosses, ce qui au départ est censé d'ailleurs atténuer leur qualité, d'avoir des piles plus grosses, là on aura des piles qui seront plus grosses et plus efficaces, et en même temps qui permettent d'absorber en fait le poids du pack. Ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça, mais c'est ce qu'ils expliquent en tout cas dans le Battery Day. Oui, parce qu'évidemment la première promesse, c'est d'arriver donc à délivrer plus d'autonomie et plus de puissance dans un format plus petit et dans moins de poids. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors en fait, ils se sont débrouillés, ils ont réussi à trouver une technologie qui leur permet de se séparer en fait de ce qu'ils appellent le tab, c'est la partie en fait qui est entre l'anode et la cathode. Il y a une fine pellicule en fait via laquelle le lithium circule. Le lithium circule de l'anode à la cathode. Et là, ils ont enlevé cette tab, ils ont multiplié les liaisons entre l'anode et la cathode de façon incroyable, et avec une technologie de laser, enfin un truc un peu compliqué. Et en se séparant de ça, en fait, ils arrivent à avoir une pile qui va être beaucoup plus puissante, et qui va avoir une capacité plus importante, quoi. Et c'est vraiment là que la révolution arrive, parce qu'après ça leur permet d'adapter leur usine de production. Et en fait, tous ces petits changements en fait viennent simplifier la production, viennent réduire le coût d'investissement des usines, viennent réduire la taille des usines. Par exemple, dans une usine, tu as le traitement au solvant, par exemple, qui apparaît dans le processus et qui utilise une quantité phénoménale d'eau, qui nécessite d'avoir une usine qui va être énorme juste pour cette petite partie-là. Et en fait, grâce à cette batterie-là, ils vont réussir à simplifier le process, donc à arrêter de faire du gâchis d'eau incroyable. Ils vont réussir à réduire le volume de leur factory, tout en augmentant leur capacité de production et l'autonomie. Je crois que l'autonomie augmente de 56%. Dans le même volume. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc là, on est vraiment sur un breakthrough, comme disent les Américains, en termes une avancée majeure. Ah ouais, une comme on rupture dit en technologique. La traduction, j'ai envie de dire, en termes de produits et de promesses, c'est quoi? C'est que, alors Elon Musk l'a évoqué. Il dit en gros, ça va nous permettre de produire une Tesla à $25,000. Ouais, c'est ça apparemment ce qu'il nous promet. Et on sait que Elon a plutôt tendance à minimiser les promesses, quitte à les dépasser plus tard pour ne pas décevoir, plutôt que de faire des grandes promesses qui risquent d'être ensuite décevantes dans la réalité. Il a tendance à faire des promesses qui tiennent, c'est juste sur le calendrier qu'il y a débat. Voilà, parfois il peut y avoir des petits aléas. Ou des gros décalages. Mais à la fin, il a toujours raison. Parce qu'on rappelle, Elon Musk est un envoyé du futur, donc lui sait ce qui va se passer. Évidemment. Absolument. Exactement. Donc la promesse, c'est ça, c'est de dire, on va arriver à faire baisser, j'ai envie de dire presque d'un tiers, le prix des voitures électriques qu'on propose aujourd'hui. Et forcément, c'est massif. On ne sait pas à quel horizon, je crois que lui dit 3 ans ou quelque chose de ce genre, ou 2022. Mais enfin, là, il faut être quand même d'une prudence terrible, parce que, en gros, pour produire la voiture, il faut d'abord produire l'usine. Déjà, il faut produire l'usine, il faut aussi être sûr que la technologie déjà fonctionne parfaitement, parce que quand tu sors une voiture à $25,000, si déjà pour le Cybertruck il y a eu un demi-million de commandes, enfin des précommandes, là t'imagines bien que tout le monde attend Tesla sur le véhicule à 25 000, parce que c'est là que vraiment on va démocratiser et là on ouvre les l'usage vannes du vrai grand public. Voilà. Alors chez nous, je pense que la problématique sera un peu différente, parce que nous, ce qu'on attend en gros, c'est des petites citadines au même prix qu'une petite citadine essence. Et là, il y a quand même un vrai problème. Ça arrivera probablement un jour, mais je pense qu'on n'y est pas. La bonne nouvelle, et on l'a appris juste après, c'est que ces batteries, où est-ce qu'on va les trouver ? Dans le futur Cybertruck, donc dans le futur pick-up, mais surtout, l'endroit où elles vont être produites d'abord, c'est la nouvelle usine de Tesla qui va ouvrir à Berlin, dont la construction est en cours. Alors, on n'est pas à Shanghai, hein. Bizarrement, ça va quand même moins vite de créer une usine à Berlin qu'à Shanghai. Bizarrement. Et donc, ça arriverait dans la modèle Y, donc qui est le crossover, j'ai envie de dire, le petit SUV de Tesla, déjà distribué aux États-Unis, mais qui n'arrivera pas chez nous avant que l'usine de Berlin arrive à le produire. Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que ceux qui l'achèteront ici, et je suis sur les rangs, enfin j'espère, pourront profiter de ces nouvelles batteries, ce qui voudrait dire même que le prix de lancement chez nous pourrait être moins cher. Enfin, tout à coup, il pourrait y avoir un impact... Là, chez nous, ça pourrait complètement changer la donne, dans le sens où non seulement tu auras un pack batterie qui va coûter moins cher, tu auras un véhicule qui sera un peu plus petit, donc forcément qui sera un peu moins coûteux aussi en prod, et puis tu auras le transport aussi qu'on va squeezer, puisque faire Berlin-Paris, ça se fait relativement correctement. Oui, ce sera plus simple que de mettre une voiture sur le bateau à côté de San Francisco. Voilà, payer les taxes de douane, les machins, les bidules. Ouais, non, tout à coup, je pense qu'il y aura un impact de coût, et puis tout à coup, ce sera pas la même TVA. Enfin, c'est assez vite. Non, là pour une fois, si on annonce un véhicule à $25,000, il sera beaucoup plus accessible que ce qu'on avait annoncé au début, un véhicule à $35,000 qu'on retrouve chez nous à plus ou moins 45-50 000. Là, ce sera pas la même promesse, ce sera quand même beaucoup plus abordable. Alors, l'autre surprise, c'est que après la conférence, donc après ce Battery Day, on s'attendait, regarder un peu le cours de bourse en disant comment est-ce que les investisseurs vont réagir. Ils ont réagi négativement. L'action a perdu de 6 à 10%. Alors, je pense qu'elle les a refait depuis. Mais forcément, on était surpris par cette réaction. En disant, attendez, quand même, l'impact de ce qui a été annoncé aujourd'hui, il est massif. Enfin, c'est pas... Ils ont été déçus par quoi ? Ils ont été déçus. Il faut regarder... Si tu veux, au niveau de Tesla, déjà on est sur la bourse, on est sur des gens quand même qui font des investissements, donc qui attendent une rentabilité. Tu as deux types de personnes qui achètent des stock options, enfin des stocks de Tesla. Tu as les investisseurs, les fonds d'investissement, et puis tu as les fans, ceux qui misent sur le long terme. En fait, ce qui va différencier les deux, ce sera la vision à court terme, moyen terme ou long terme. Si moi j'achète une action Tesla, je me fous de savoir ce qui va se passer dans les 6 mois à venir, ni dans l'année à venir. Je sais que ça va doubler, tripler sur 5 ans. C'est pas vraiment le même rapport que un type comme Goldman Sachs qui va acheter des actions, il est à presque 1% au capital, ou un type comme BlackRock, ou un type comme JP Morgan qui est à 1,20 du capital. Et alors eux par contre, ils visent le court terme.
Oui, c'est-à-dire qu'ils attendaient le pop d'après la conférence. Enfin, un peu comme les gens qui achètent des actions à la veille d'une keynote Apple. Voilà, c'est ça, c'est que l'action a monté au départ parce qu'il y a eu un très très gros teasing. Tout le monde pensait que cette Battery Day, ça allait être un moment d'unveil. Et en fait, on a eu des promesses technologiques, on a eu des super avancées. Je veux dire, c'est quand même phénoménal ce qu'il a annoncé. Elon Musk, maintenant, on n'a pas vu le nouveau véhicule, on n'a pas dit, il n'y a pas eu de promesse, tiens, dans 3 mois, dans 6 mois, on sort ci, on sort ça. Et ça, en fait, ça a un peu déçu certains qui, eux, sont là vraiment pour maximiser leur profit à court terme, parce que ça fonctionne comme ça. Ouais, il y avait une autre déception, c'est en fait que, et ça faisait partie des choses dont on discutait depuis déjà assez longtemps, c'était de dire que l'un des bénéfices de l'évolution de la technologie des batteries, on le sentirait sur l'autonomie et puis même sur la durée de vie des batteries, ce qui n'a pas été beaucoup abordé jusque-là. Et en gros, l'idée c'était de dire il faut arriver à faire une batterie qui puisse promettre, je dis une bêtise, mais 1000 km d'autonomie, et puis qu'on puisse garantir pour 1 million de miles, par exemple. Ce que Tesla a déjà évoqué plusieurs fois, mais plutôt sur les moteurs, sur tout ça, en disant voilà, on va vous donner une voiture en gros où le moteur lui-même va durer bien plus longtemps que la voiture proprement dit. Et ça, Elon Musk, il n'est pas rentré là-dedans, ou peut-être que c'était encore un peu tôt. Il en a parlé très brièvement. En fait, quand on parle du principe de comment fonctionne une batterie, t'as des piles. Les piles, il y a une anode, une cathode, entre lesquelles circule du lithium qu'on peut stocker. Bien mieux d'ailleurs avec du nickel qu'avec du cobalt. Et du coup, si tu veux, l'anode et la cathode, c'est un peu l'armoire, voilà, sur lesquelles le lithium représente le livre. Ouais. Et quand tu vas charger et décharger ton lithium, ça peut altérer, en fait, il faut que tu aies une structure anode-cathode qui soit super solide pour pouvoir justement garantir la durée de vie de la batterie. Et ça, il en a parlé dans le sens où, avec les nouvelles batteries, tu vas avoir une armoire qui sera encore plus solide. Donc, ça va forcément aussi avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Et ça va forcément l'augmenter aussi. Donc, il a abordé, mais très, très rapidement. Mais il n'est pas allé jusqu'à prendre des engagements parce qu'en plus je pense que c'est encore un peu tôt. En gros, ils expliquent que ces batteries, ils les ont, mais ils en produisent déjà, mais on va dire à l'état de version 0. C'est ça. C'est un peu compliqué de prendre des engagements. Ah si, il y a quand même eu une nouveauté à la fin de la conférence, c'est qu'il a lancé une nouvelle version de la Model S, donc le coupé sportif. Ouais, le fameux Plaid. Voilà, la version Plaid, mais qu'on attendait depuis assez longtemps. Ouais. Alors si c'est ça votre truc, vous n'avez pas été déçu. Oui, il y a eu un unveil dans ce sens-là quand même. C'est ça, mais d'un truc absolument totalement superlatif. C'est-à-dire que c'est une Model S qui fait 0 à 100 en 2,1 secondes. Ils sont en dessous du 2,1 apparemment. Donc c'est là finalement on se rapproche complètement du Roadster. Je crois que le nouveau Roadster, enfin le futur nouveau Roadster va faire un 1,6 me semble-t-il. Vache. Entre un 6 et un 9. Après à ce niveau-là j'ai envie de dire oui, est-ce qu'on est vraiment encore à ça? Oui, il y a des gens qui sont à ça, c'est sûr. C'est sûr. Après je pense que c'est plutôt au niveau joujou, mais quand tu prends une P100D qui fait déjà 2 secondes 4, entre 2 secondes 4 et 2 secondes 1, je veux dire bon. Ouais, mais on l'a vu, il y a des gens qui sont prêts à payer l'option super machin, le décross, tout ça, $10,000 justement pour économiser 0,4 secondes au démarrage. Absolument. Ouais. Grand bien leur face. La Tesla Model S Plaid, elle coûte 130 $130,000, oui. Ouais, je crois que c'est 130 000 euros. Ah, d'accord. Euros, me semble-t-il. Oh, même le prix vous fera rire. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai essayé une voiture électrique ce mois-ci. C'était pas du tout une Tesla Model S. C'était l'ami de Citroën. Mais elle est chouette aussi. Tu as vu la petite amie de Citroën, voiture, mais même pas une voiture d'ailleurs, parce que c'est une voiturette. C'est une voiturette, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, eux le décrivent comme un quadricycle. Hein. C'est un peu comme, pour eux, c'est un peu comme une Twizy de Renault ou comme, un truc à 4 roues, certes, mais qui est pas classé comme une voiture. Là, l'intérêt, on va redescendre très très vite. Hein. On va se calmer très très vite par rapport à nos discussions sur les dernières Tesla. Petite batterie, petit moteur, mais évidemment petit prix, parce que la promesse là elle est à la fois sur le prix et l'accessibilité, c'est-à-dire que 2 places et pas 4, mais ça peut se conduire sans permis. J'hésite évidemment, comme on n'a pas l'image, à vous décrire ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble à même pas à une Smart en fait. Non. Et puis avec des artifices, j'ai envie de dire, de production qui sont aussi de l'ordre de l'ingéniosité. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une portière qui s'ouvre comme une portière normale. Ce qui est à l'arrière s'ouvre vers l'extérieur. Et puis la portière opposée,
côté conducteur, elle s'ouvre vers l'avant, comme on faisait avant avec les tractions avant. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de ne produire qu'une portière. Oh, ils sont malins. Qui change de côté selon là où vous êtes. Oh, les malins. Moi, j'ai fait un grand tour dans Paris avec. C'est assez surprenant parce que il n'y a pas de rétroviseur central. Alors là, c'est quand même des choses dont on a le réflexe. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une voiture qui n'ait pas ça. Il y en a eu, mais il y a très très longtemps. Et du coup, forcément, tu relèves les yeux et attends, il n'y a pas de rétro. Attends, oui. Alors il y a des rétros extérieurs, bien évidemment. Mais par contre, c'est vraiment une sorte de pot de yaourt. Mais une fois qu'on est dedans, il y a beaucoup beaucoup d'espace intérieur dans une voiture qui est quand même, pour l'essentiel, du plastique et tout ça, mais avec un moteur électrique qui fait le job, parce que le but c'est d'aller à 45 km/h. On est sur un paradigme qui est plus celui de la mobilette que de la voiture. Mais surtout c'est ça, la différence c'est le prix, parce que le prix affiché de la voiture, si on la paye cash, c'est 6 000 euros. Ouais, autour de 6-7, c'est ça, non ? Ouais, c'est 6 000 euros. Alors il y a deux versions, il y a des options, il y a on peut faire un peu d'habillage et de customisation, mais on peut payer de différentes manières, soit cash, soit on fait 2 000 euros d'apport. Et on paye, je sais plus, je crois que c'est 69 euros par mois, un truc comme ça, ou un peu plus. Mais en gros, on peut même payer à partir de 29 euros par mois. Non, je crois que c'est ça. Une fois qu'on a fait l'apport, on paye le prix d'un forfait mobile. En gros, c'était ça leur promesse. Et j'ai trouvé ça gonflé et intéressant, surtout venant d'un constructeur, donc Citroën, qui fait déjà de l'électrique. Il y a la C0, il y a etc. Donc qui va peut-être s'auto-cannibaliser un petit peu, mais sur un produit qui est volontairement différent, parce que celui-là, par exemple, on peut le conduire à partir de 14 ans, comme une mobilette. Et puis, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune intention de mettre la voiture dans leur réseau de concessionnaires, parce que c'est pas une affaire, enfin pour le concessionnaire. Donc on peut l'acheter en ligne, elle vous sera livrée, démontrée, etc. à la maison. On peut l'acheter chez Fnac, Darty. Aussi, donc c'est gonflé même en termes de distribution. Je trouve ça intéressant. Et moi le design me va bien pour une petite citadine. Ça se gare, alors évidemment partout. On peut même se garer en travers parce qu'elle est vraiment toute petite. C'est intéressant parce que ça va amener. Eux ils ont déjà un petit peu de recul parce qu'en fait elle est en vente depuis la fin du printemps. Donc ils ont déjà quelques centaines voire quelques milliers de ventes à leur actif et ils voient qui achète ça, pourquoi. Et ça c'est passionnant. Alors il y a ceux qui l'achètent pour dire ça remplacera le scooter que je comptais acheter à ma fille de 15 ans parce que c'est quand même plus sécurisant, parce qu'elle sera pas sous la pluie, parce que tout ça. Et puis il y a des gens qui l'achètent comme une deuxième voiture. Oui. Comme la petite voiture pour aller faire les courses, pour aller chercher un enfant à l'école, pour tout ça, parce que tout à coup, le coût fixe est quand même... Alors, ça, c'est la recharge. D'ordinaire, c'est amusant parce que quand on parle de voiture électrique, on dit alors, la capacité de la batterie, ça se recharge en combien de temps Là, c'est pas... Non, est-ce qu'il faut poser une borne de charge rapide non, ça se branche, il y a un câble 220 volts, ça se branche sur n'importe quelle prise. Ça se recharge, je sais plus, entre 4 et 8 heures. Mais 3h30. Oui, c'est ça, c'est 4 heures. Un confrère posait la question, vous allez faire une batterie de plus grande capacité, et les gens le regardaient en disant mais non, c'est pas le but n'est pas de mettre ça au niveau d'une, enfin vous n'allez pas partir en vacances avec ça, voilà, soyons très très clairs. De toute façon vous n'avez pas le droit de rouler sur autoroute ou voire même est-ce qu'on a le droit de rouler sur le périph avec ça? Non, c'est un quadricycle. Tu peux rouler sur des départementales. Oui, absolument. T'imagines le voyage, bonjour le road trip. Tu veux faire un Paris-Deauville voilà. En ami. Il va être beau le road trip. Avec quand même quelques recharges sur la route. Mais voilà, allez voir, c'est la Citroën Ami. Alors, ils ont repris une marque qui leur appartenait déjà depuis bien longtemps, ce que je trouve aussi là aussi intelligent. Mais voilà, bon point, parce que c'est intéressant, c'est gonflé, c'est différent. Ça, j'ai envie de dire, il y a un côté chaînon manquant, parce que c'était un truc qui n'existait pas. Du électrique, sans permis, abordable et urbain. Et c'est chouette que ce soit un constructeur français qui s'en charge. Parmi les autres bonnes nouvelles du mois, il y a le nombre d'immatriculations électriques en France en septembre. 10 000 immatriculations de voitures électriques. Là, on parle que de l'électrique. Alors, c'est pas encore le tsunami de l'électrification. À côté de ça, on immatricule quand même encore 8 000 voitures hybrides. Ouais. Mais bon, il se passe clairement quelque chose et c'est pas juste l'effet Tesla d'un côté et Zoé de l'autre. Il y a quand même de plus en plus de voitures électriques sur le marché. Oui. Je pense que
fatalement, en fait, les gens vont passer à l'électrique et c'est en train de se produire. Maintenant, je pense que les plus téméraires, on va dire, constituent vraiment le gros des gens qui passent à l'électrique. Ils sont téméraires parce que le maillage du réseau de recharge n'est pas forcément idéal, donc ça permet pas encore à tout le monde de passer à l'électrique. Mais oui, c'est sûr que ça augmente et ça va faire qu'augmenter dans tous les cas. Ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, dès qu'on parle de voiture électrique, les gens disent « Ouais, mais alors pour la recharger, comment ?» Alors que, très honnêtement, au quotidien, dans 95% des cas, une voiture électrique, c'est un truc qu'on recharge chez soi et ou au bureau. Oui, mais le problème, c'est que la voiture, en fait, c'est... alors déjà, c'est un peu comme chez soi. Les Français la considèrent comme presque une deuxième maison. C'est pour ça aussi qu'on est un petit peu en retard sur le partage de véhicules par rapport à d'autres pays du monde. Mais surtout aussi, c'est la liberté. C'est-à-dire que si tu peux pas partir sur un coup de tête, même si tu le fais jamais... Hein, oui, c'est ça. Voilà, mais si tout d'un coup... je vais pas pouvoir faire Paris-Nice sans recharger. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait Paris-Nice il y a 5 ans, une fois, avec une copine. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on considère toujours un outil qui est un outil de mobilité du quotidien par rapport à son utilisation la plus extrême. C'est ça. Si un samedi matin, je vais aller me faire une moule frite à Bruxelles, il faut que je puisse le faire. Mais je le ferai peut-être jamais, mais je veux avoir la possibilité de le faire. Et ça, malheureusement, si t'es pas en Tesla, amuse-toi à faire ce trajet-là avec des... Moi, j'ai regardé, hein, j'avais failli prendre une 208 électrique parce que je trouve qu'elle est très bien. Puis j'aime bien l'habitacle Peugeot qui est quand même sympa. J'avais fait le deuil de Tesla. Ah. Et oui. On aura le temps de s'en reparler. Et du coup, j'ai regardé un petit peu planifier des trajets, mais c'est déjà la croix et la bannière pour moi. Enfin, je considère pas que ce soit quelque chose qui soit aisé. C'est pour ça que la Zoé cartonne, parce que on s'en sert autour de chez soi, et à ce moment-là, tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire qu'on arrête de la considérer comme la voiture avec laquelle toute la famille va partir en vacances. Il y a des gens qui le font. Hein. Je connais des gens qui vont en Normandie, en Bretagne avec leur Zoé. Ça existe. Ouais. C'est possible. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des outils maintenant, mais pas maintenant, d'ailleurs ça existe depuis assez longtemps, il y a un outil de cartographie qui s'appelle A Better Route Planner, en un seul mot. Que les Tesla que tout le monde, parce que c'est une sorte de Google Maps génial dans lequel vous allez rentrer vos trajets en disant voilà, je pars de la porte d'Orléans et je voudrais aller jusqu'à Mâcon. Et vous lui dites où vous allez, mais surtout vous lui dites ce que vous conduisez. Et vous dites, voilà, alors j'ai une Tesla modèle machin, ou j'ai totalement autre chose, ou j'ai une Citroën EC4, ou j'ai ce que vous voulez, avec même la capacité de batterie quand il y en a plusieurs. Et lui, il va vous dire non seulement en vrai, en gros, en capitalisant sur l'expérience des gens qui l'ont utilisé avant vous, ce que vous pouvez espérer en termes d'autonomie réelle, sur l'autoroute par exemple, mais surtout, il va vous dire, voilà, pour ce trajet-là, vous voulez aller à Montpellier. Alors, il va falloir quand même s'arrêter 3 fois, voilà. Et surtout, il fait des propositions assez intelligentes. Moi, j'avais beaucoup fait l'expérience, justement, en modélisant des achats de voitures électriques qui n'étaient pas des Tesla, parce qu'évidemment, la grosse différence, c'est que Tesla a son propre réseau de superchargeurs qui sont à la fois nombreux, rapides, voilà, et accessibles, et réservés. Mais pour le reste des marques, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs réseaux. On reviendra sur les réseaux de recharge parce que c'est à la fois quelque chose qui est en train de se développer à vitesse grand V, mais c'est aussi une véritable épine dans le pied de tous les autres constructeurs qui ne possèdent pas leur réseau. Et moi, il y a l'un des trajets longue distance que je fais le plus couramment, c'est pour aller en Bretagne. Je vous raconte pas ma vie, mais tout à coup, voilà, arriver à faire 500 km, pas forcément d'une traite, c'est un véritable enjeu. Et alors là où, avec une Tesla, c'était, oui, vous pouvez vous arrêter au Mans pour 10 minutes, et puis après, vous arrêterez peut-être pas à Rennes ou à Saint-Brieuc, enfin, très bien. Là, tout à coup, en prenant autre chose, que ce soit une Kia, que ce soit, etc., c'était, alors, il va falloir vous arrêter là. Là, vous avez un chargeur de tel réseau. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a un chargeur, c'est qu'il y en a un. Ah oui, donc les grands week-ends de départ en vacances, ça va pas être possible, c'est compliqué. Ah non, vous allez passer par Caen parce que ce serait mieux. Sur ce tronçon-là, vous n'allez pas dépasser 110 parce que sinon vous n'arriverez pas au suivant. Enfin, wow. Et c'est vrai que là, on sent un peu la difficulté du truc. Alors, c'est des choses qui vont se régler. D'abord parce que même toutes les stations d'autoroute commencent à déployer leurs propres bornes rapides, etc., etc. Et puis ils y ont tout intérêt parce qu'il y a un moment où il va y avoir un switch, mais il y a de vraies questions sur. Enfin, on va dire que c'est un gros enjeu au quotidien.
Du coup, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on voit qu'il y a eu 10 000 immatriculations électriques en septembre. Parce qu'en plus, c'est ça, là aussi, il faut l'essayer pour le comprendre et l'essayer pour l'approuver et comprendre qu'une voiture, j'ai envie de dire, va arriver à s'insérer dans ta vie ou pas. Et pour ça, il faut arriver à la toucher du doigt et à l'essayer. Moi, j'ai l'expérience que j'en avais l'année dernière quand j'ai cherché une voiture. Encore une fois, je ne raconterai pas aujourd'hui l'histoire de comment j'ai été propriétaire d'une Tesla pendant 3 jours. Mais voilà, il a fallu que je trouve autre chose. Et je suis allé, c'était chez Kia, je me souviens de son nom. Et ils ont la Iniro, qui est très bien, qui est une chouette voiture. Mais qui existe aussi, il y a des versions thermiques, et donc je regarde tout ça, et un vendeur arrive en disant monsieur, je peux vous aider? Oui, je voulais savoir, parce que la voiture là, vous l'avez, elle existe la version électrique chez vous? Et réponse du vendeur, ah oui, mais alors monsieur, vous savez, l'électrique c'est particulier quand même, hein. Oh là 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 là. Et je lui dis mais je comprends pas, vous n'avez pas envie d'en vendre? Non, mais je suis forcé de vous avertir parce que quand même, bon, vous savez, elle coûte 10 000 euros que la version thermique, donc déjà voilà, on comprend que il y a un pas à passer, mais voilà, même les vendeurs, j'ai envie de dire, savent qu'il faut qu'ils fassent pas mal de pédagogie là-dessus. Mais là, c'est vrai quand même le côté genre, ouh là là, vous voulez, moi je veux bien vous le vendre, mais après c'est votre problème. Monsieur honnête. Mais c'est vrai que parmi mes œuvres de la semaine, j'ai signé sur lci.fr un papier titré, mais c'est pas de la provoque. La voiture électrique est désormais moins chère qu'une voiture thermique. J'ai pris pour ce faire. Alors on peut faire des comparaisons, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que par exemple, à quoi comparer une Zoé? Difficile. À une Clio, une Clio, c'est difficile parce que on va dire que ce sont des formats comparables, mais on pourrait le comparer à une Golf si on avait envie aussi. En termes de format, donc tout à coup on est sur des gammes de prix qui sont pas forcément les mêmes. Du coup, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir, de trouver des modèles pour lesquels on peut faire la comparaison directe. En gros, des constructeurs chez qui on trouve des versions thermiques et électriques de la même voiture. Il y en a, on en trouve. Par exemple, justement, chez Citroën, encore une fois, je ne vais pas s'excuser, c'est la semaine Citroën. Ça n'a pas été voulu comme ça, mais voilà. Qui fait donc la nouvelle version de sa C4, à côté de laquelle il y a une iC4. Du coup, j'ai essayé de les comparer. Alors, il a fallu que j'upgrade un peu la version essence normale de la Citroën parce que t'as triché un peu. j'ai pas triché, mais c'est-à-dire que la version électrique, fait 100 kW de puissance moteur. Donc j'ai upgradé la version essence à une version 96 kW et ça tombe bien parce qu'il fallait ce moteur-là pour l'avoir en automatique. Parce que quand même, voilà, on va dire qu'on les mettait du coup sur un pied d'égalité. Ouais. Et du coup, à l'achat, 26 900 pour le modèle essence si mes souvenirs sont 36 250 ou 35 250 pour le modèle électrique. Une fois déduit la prime, on n'est déjà plus qu'à 3 000 euros quasiment d'écart, un peu moins. Et alors évidemment, une fois que vous faites le vrai calcul de ce que va vous coûter la voiture sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, en conduisant entre 15 et 25 000 km par an, en gros, plus longtemps vous la gardez et plus vous roulez et plus la différence est massive parce que, en gros, pour la rentabiliser, il faut passer 2 ans avec, même pas, parce qu'évidemment, il y a des grosses différences, sur l'essence, parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire un plein en électrique, et puis sur l'entretien. Mais l'entretien, il y a des raisons à ça. Oui, complètement. C'est-à-dire que t'as pas de... Alors déjà, sur l'essence, t'es entre 4 et 5 fois moins cher. Donc déjà, pas mal au niveau économie. Et puis après, sur l'entretien, je crois qu'il était sur peut-être 250 pour 2000. Quelque chose comme ça. Oui, c'est quelque chose. Je crois que c'est nos camarades de Automobile Propre ont fait le calcul sur la 208. Et c'est à peu près comparable et explique que pour eux, en 5 ans, il y a 2000 euros d'entretien sur le modèle essence contre 320 euros pour son alter ego électrique. Mais oui, mais c'est normal, il n'y a pas de vidange, pas de courroie de distribution, pas de plaquettes de frein à changer Oui, enfin on les change immensément moins parce que exact. Ça faut l'expliquer d'ailleurs, là aussi ça revient souvent en disant ouais mais ça bouffe des plaquettes. Non, pas du tout, au contraire. Ça prolonge leur durée de vie puisque tu as un frein moteur en fait sur l'électrique que tu ne retrouves pas. Enfin, tu retrouves le frein moteur sur le véhicule à combustion interne, mais disons que quand toi tu freines en électrique, déjà d'une part tu vas avoir un freinage qui va être beaucoup plus important parce qu'on utilise cette énergie-là pour recharger la batterie. Pour faire ce qu'on appelle du freinage régénératif. Du freinage régénératif, voilà, c'est ça. Et fatalement, ça t'évite d'avoir appuyé sur le frein et donc d'utiliser tes plaquettes. Donc la garniture tient beaucoup plus longtemps.
Et donc, tu fais des économies sur le long terme. On a vu des gens dont les plaquettes de frein tenaient plus de 100 000 km, forcément, ça fait rêver. Alors, une chose quand même à surveiller, c'est les tarifs des assurances. Parce que longtemps, les voitures électriques ont été pénalisées, mais pénalisées par leur prix catalogue, parce que c'est quand même aussi un des repères sur lesquels l'assureur se base. Ouais. Mais ce dont ils sont en train de s'apercevoir, ça demande à être confirmé avec un peu plus de recul et de stats, c'est que les voitures électriques seraient moins accidentogènes. Ou peut-être leurs conducteurs le seraient aussi. Peut-être. Moi, je sais qu'après, bon, sans parler de... Ou alors en parlant, tiens, quand on teste une Tesla, par exemple, on rentre un peu dans un autre univers. Très franchement, c'est pas du tout exagéré que de dire ça. Ceux qui ont testé et qui nous écoutent vont, à mon avis, confirmer. On rentre quand même dans un autre univers, une autre façon de conduire. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout glisse, tout roule, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus détendu, et fatalement, et puis on n'a pas envie de plier sa Tesla non plus, on va pas se le cacher, hein. Mais autant on peut s'amuser à appuyer sur le champignon au feu vert ou à la sortie du péage, autant je pense qu'on adopte tout de suite une conduite beaucoup plus raisonnable parce que beaucoup plus reposante, parce que beaucoup plus sereine. Donc en effet, et même d'ailleurs si Elon Musk veut lancer une compagnie d'assurance, s'il peut faire lui-même assurer ses véhicules à l'avenir, oui, il pourrait y avoir une tentation là dans encore une fois la totale intégration verticale. Exactement. C'est vrai, pourquoi donner de l'argent à quelqu'un d'autre qu'à Tesla? Si t'es Elon Musk, tout ça est d'une logique éminente. Bah bien sûr, et puis en plus tu as les stats de la façon dont roulent les gens, donc tu peux leur faire des tarifs qui sont optimisés réellement, c'est-à-dire que tu peux repérer les profils à risque. Tu peux... alors après, il peut y avoir un débat, évidemment, sur la sécurité des données, etc., le côté intrusif dans la vie privée et tout, mais à partir de là, en fait, déjà, pour le fait que l'électrique est beaucoup plus reposante, beaucoup plus sympa en termes de conduite, face 1, 2, 3, je vais y arriver. Forcément, en fait, on va avoir un petit peu moins d'accidents. D'ailleurs, il me semble même que sur Tesla, Elon Musk a calculé qu'aux États-Unis, on est sur le taux de collision pour 1 million de kilomètres roulés, c'est de 2, et des poussières pour le commun des mortels qui roule en véhicule à combustion. Et quand tu roules en Tesla, tu es à 0,3. Donc tu vois quand même que clairement il y a. Mais ça c'est pas le bénéfice de l'électrique. Alors en parler, c'est oui, aussi t'as raison, l'autopilote. T'as raison. Tout à fait, t'as raison. C'est vrai que c'est l'autopilote qui, quand l'autopilote est engagé, en effet, non, c'est vrai que j'étais un petit peu hors sujet, mais quand même, c'est quand même c'est un vrai sujet. Et donc au niveau assurance, bah oui, forcément, surtout si tu passes après par une assurance qui serait éventuellement faite par Tesla, à ce moment-là, je pense que les prix vont complètement baisser, je pense, par rapport à ce que ça peut coûter aujourd'hui. Mais alors, parmi les explications de la hausse du nombre de véhicules électriques vendus chez nous, il y en a une que moi je vois citée finalement assez peu, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, en France, je crois, les ventes de véhicules neufs, c'est à peine plus de 20% des transactions. En gros, l'essentiel du marché, c'est quand même l'occasion en France, près de 80% des transactions. Du coup, évidemment, si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu dis, tiens, il faut que je rachète une voiture, et que tu sais bien que si tu es parisien, par exemple, ou proche de Paris, tu dis, oui, mais alors, attends, quand est-ce qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de diesel à Paris ? 2024 ? 2021 ? Ouais, c'est un truc comme ça, il me semble. Hein. Ouais, ça se rapproche. Et que les véhicules thermiques seront interdits à la vente en 2040. Il y a plein de grandes villes qui vont les interdire complètement, tous les thermiques, même les essences, d'ici à 2030. En tout cas, l'acheteur aujourd'hui d'une voiture neuve, évidemment, il s'inquiète de la valeur de revente de sa voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est-à-dire le temps moyen de détention d'une voiture neuve. Et c'est peut-être aussi cet effet de cliquer là, c'est de se dire, finalement, acheter une électrique aujourd'hui, ça préserve l'avenir. C'est-à-dire que ça met l'acheteur en sécurité. Il se dira, voilà, de toute façon, je la revendrai dans des bonnes conditions, d'autant que les électriques ont tendance, alors c'est un truc qui est là aussi en train d'évoluer, à mieux garder leur valeur avec le temps. Ouais, je crois que après, je connais pas du tout les chiffres sur des OE ou sur des choses comme ça, mais je sais que les Tesla, par exemple, je crois qu'en 3 ans, je dirais une bêtise, mais il me semble qu'on est de l'ordre de peut-être 5-6% de décote sur 3-4 ans. Ce qui est très peu. C'est très très peu. Et quand tu prends une thermique, tu perds 30% de la valeur du véhicule.
quand tu quittes le concessionnaire. En sortant de la concession, oui. Voilà, donc à partir de ce moment-là, déjà, rien qu'en termes de conservation de la cote, c'est sûr qu'une électrique... et puis tu commences à faire des économies, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que comme tu as une voiture que tu vas pouvoir garder plus longtemps, dans le sens où, si je prends une Model 3 par exemple, eh ben, elle est faite pour faire... plus ou moins 1 million de kilomètres. T'en as qui font ça. Alors évidemment, ils vont changer le pack batterie à un moment donné, faut pas se le cacher, mais la batterie, souvent, maintenant, elle dure plus longtemps. On reviendra sur la longévité des batteries, parce que il y a une vraie question. Enfin, une vraie question au sens de à partir de quand est-ce qu'on considère qu'il faut changer une batterie, d'abord. C'est pas le jour où elle arrive à 0 km d'autonomie. C'est pas. On considère jusque-là que voilà, pour l'essentiel, les gens les changent ou les demandent à les changer au moment où ils ont perdu 20% d'autonomie. Mais on s'aperçoit que ce moment, il met un temps fou à arriver, en fait. C'est-à-dire que souvent, il faut attendre. On est quasiment au-delà de la durée de vie de la voiture, sauf à les conduire, sauf à faire 100 000 km par an. Mais même à 100 000 km par an, vous risquez de faire au moins 500 000 km, 600 000 km avant, justement, que votre batterie ait vraiment baissé notablement en autonomie. Donc, alors, et là aussi, on attend le résultat des nouvelles technologies annoncées la semaine dernière, etc. Donc, c'est pas. Mais ça, je pense que ça va vite devenir un faux problème, parce qu'en fait, ces voitures-là, elles sont faites pour durer un temps fou, quoi. Ouais, complètement. Si tu veux, à mon avis, rien qu'en termes de, en effet, sur le plan écologique, on va construire peut-être beaucoup moins de voitures, en fait, finalement. Il y aura beaucoup moins de voitures de construites, puisqu'on pourra les posséder plus longtemps. Oui. Donc, et en plus... sans même rentrer dans l'autopartage. Sans rentrer dans l'autopartage, sans rentrer dans les robotaxis, juste en restant déjà sur les annonces du Battery Day, les cellules des batteries vont être bien plus recyclables aussi qu'elles le sont aujourd'hui. Oui, parce que le lithium, ça reste du lithium, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser et le recycler à l'infini, je sais pas, mais en tout cas très largement. Ouais, là aussi, quand on dit oui, le recyclage des batteries, là aussi c'est un faux problème, je sais pas qui vous dit ça, mais il y a des choses qui sont difficiles à recycler, mais alors l'essentiel des éléments comme nickel, lithium, etc. peuvent parfaitement être recyclés dans de nouvelles batteries. Le cobalt, par exemple, t'avais 2% du cobalt qui était dans les batteries qui pouvait être recyclé. Avec le nickel, t'es à 20%. Déjà. Donc déjà on avance. Et puis ces batteries-là, d'ailleurs, elles peuvent avoir une seconde vie comme batterie de stockage d'énergie domestique, mais là aussi, c'est des mouvements qui s'enclenchent et qui vont mettre quand même un temps fou à arriver, quoi. Ouais. Mais bon, c'est dans les tuyaux. Autre chose, et ça a été un de mes grands étonnements cette semaine, on disait, voilà, il y a 10 000 immatriculations de voitures électriques en septembre et 8 000 hybrides. On savait que du côté de l'hybride, on exprime une consommation qui est toujours évidemment hybride, avec de l'électrique d'un côté et de l'essence de l'autre, ou du diesel. En fait, je voyais un papier paru chez nos confrères des numériques qui dit qu'en conditions réelles, les voitures hybrides rechargeables consomment 2 à 4 fois plus qu'annoncé. En gros, que l'autonomie électrique est sous-utilisée dès qu'on dépasse des trajets qui sont finalement assez courts, parce que l'autonomie électrique de ces voitures hybrides, même plug-in, même rechargeables sur le courant, elle dépasse rarement quelques dizaines de kilomètres. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, ils se sont débrouillés pour que ça puisse atteindre 50 km en général. Parce qu'évidemment, le claim, la promesse, c'est de dire vous allez pouvoir aller au bureau tous les matins sans finalement taper dans le réservoir. Ouais, c'est un peu ça. Et puis en plus, pour pouvoir être éligible à la prime gouvernementale écologique, il faut pouvoir faire 50 km sur une batterie. Donc ça, c'est un point très important pour les constructeurs. Après, par rapport à ce que tu dis, il me semble, parce que je crois qu'on a lu le même article, il me semble que c'est encore plus flagrant au niveau des professionnels, parce que d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs au niveau des professionnels, ils s'amusent pas avec des taxis et tout ça. Non, au niveau plutôt des voitures de livraison, genre de choses. Tout ce qui est véhicule de fonction, en fait, voilà, véhicule de fonction, c'est ça en fait. Je pense que les sociétés en fait choisissent ce type de véhicule parce que il est plus intéressant peut-être fiscalement. Ouais, il y a peut-être plus de déduction, plus d'amortissement, ce genre de choses. Voilà. Alors qu'évidemment, si tu le mets dans la main d'un VRP qui fait 200 km par jour. L'hybride va perdre de son intérêt. C'est ça, rapidement. Et puis tu n'as peut-être pas le temps non plus de t'arrêter pour plugger. Enfin, il y a peut-être un tas de facteurs en fait qui rentrent en jeu. Maintenant, il y a aussi le fait quand même que les constructeurs ont un peu surévalué aussi
Bah, en gros, ils sont forcés de faire une estimation en disant voilà, on estime qu'en moyenne, les gens vont aller à telle distance, etc. Et que donc, ils vont utiliser telle part en électrique et telle part en essence. Mais en fait, apparemment, dans les faits, les conditions réelles de conduite sont très différentes. Du coup, on arrive à une consommation réelle, comme le dit l'étude, qui a porté, je crois, sur plus de 100 000 véhicules, 104 709 voitures hybrides rechargeables, utilisées en Amérique du Nord, Pays-Bas, Chine, Norvège, Allemagne, donc un panachage de pays assez représentatif. Et ils arrivent à des consos réels qui sont 2 à 4 fois. Là, c'est même plus des progrès à faire. C'est-à-dire qu'on sentait bien que l'hybride, c'était une sorte de béquille qu'on mettait pour passer de l'un à l'autre, pour passer du thermique à l'électrique. Ouais. Peut-être que là, il faut juste accélérer la donne, d'autant que tout à coup, tout ça va perdre de son intérêt. Et ces voitures-là aussi, d'ailleurs, risquent d'être frappées d'interdiction un jour. Peut-être, ouais. Moi, je m'interroge quand même sur l'utilité. En fait, pourquoi les gens achètent de l'hybride ? Est-ce que c'est pour se dire, moi aussi, je fais ma part, je suis un peu écolo à un moment donné. Est-ce que c'est pour faire joujou aussi à un moment donné avec, on va pas se le cacher quand même, l'électrique, c'est quand même cool d'avoir accès au couple comme ça, de façon instantanée, donc ça peut être sympa. Et ça peut être sympa aussi d'avoir une petite réserve aussi, je suis un peu short en carburant, hop, je sais que j'ai ma petite réserve de sécurité. Je pense que ça permet peut-être aux gens de rester dans leur zone de confort. Ils savent que ils ont besoin de pouvoir aller où ils veulent, et puis de goûter quand même pour pouvoir tester à moindre frais et sans se faire mal le côté électrique, quoi. Et puis c'est vrai que ça a le mérite de rassurer sur l'autonomie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu même BMW qui, sur sa i3, qui est pour l'essentiel quand même une voiture électrique, rajoutait ce petit réservoir d'essence avec un générateur pour se rajouter de l'autonomie, ce qui est, on est presque revenu au gazogène. Ouais. C'est assez fou. Bon, au-delà de tout ce qu'on peut se dire sur les voitures, il y a quand même un gros défaut au casting de ce podcast, Thomas, c'est que ni toi ni moi ne sommes motards. Absolument. Et il se passe quand même des choses du côté de la moto. Alors moi j'avais vu il y a un an et demi quand Harley avait présenté sa Livewire, les cris d'orfraie des possesseurs de Harley. Bon bref, on peut s'en reparler. Là aussi il y a un saut culturel à faire. Mais j'ai quand même des amis motards, ça c'est la bonne nouvelle. Je voudrais dire bonjour à Tristan Nito qui nous rejoint de loin. Bonjour Tristan. Bonjour. Tristan, tu fais plein de choses dans la vie, mais surtout tu es motard. Alors, c'est pas un métier chez moi. Mais oui, ça pourrait presque. Non, je suis motard depuis plus de 25 ans et c'est un peu ma passion. Enfin, c'est de partir loin à moto, longtemps. Voilà. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est de te suivre sur Twitter ces dernières semaines parce que tu as fait un essai. J'imagine que c'est encore un essai ou est-ce que tu as sauté le pas et sorti le chéquier ? On va s'en parler. Mais l'essai d'une moto électrique sur un vrai road trip, combien de temps ? Quelle distance ? 10 jours, 2500 km. La moto, c'est une SRS 0, c'est ça ? Oui, c'est ça. Zero Motorcycle, c'est la marque, et SR/S, c'est le nom du modèle. Alors, c'est amusant parce que les premières motos électriques qu'on voyait sortir ressemblaient à tout sauf à des motos. D'ailleurs, évidemment, tous les motards disaient qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une planche à repasser. Bref, là, celle-là ressemble vraiment à une moto. Oui, alors nettement, et c'est même le problème, du coup les gens font « Ah bon, c'est la nouvelle Ducati ou c'est la nouvelle BMW ?» Elle fait pas beaucoup de bruit. Non, c'est presque décevant. Pourquoi l'envie de faire un vrai road trip avec ? Pour voir si c'est possible ? Oui, enfin, c'est l'occasion qui a fait le larron. J'avais prévu, je donnais une conférence au Mans et une autre à Toulouse. Je me suis dit, c'est dommage. Ce serait dommage de prendre le train. Tout droit, quoi. Je vais y aller à moto. Et puis, à ce moment-là, je suis amené à discuter avec le patron de Zero Motorcycle France. Et il me dit, je peux te prêter une moto ? Je dis, oui, mais là, quand je reviendrai, ou alors tu me la prêtes 15 jours. Bingo, d'accord. Ah ouais. Et là, j'ai dit une bêtise, mais bon, j'ai été pris au mot et j'ai fait, oui, ça se tente. Et donc, il me l'a prêté. Je suis allé la chercher à Dijon. Je l'ai ramené à Paris. Et puis ensuite. Ça fait partie de ces moments où tout à coup les distances sont plus un problème. Non, t'inquiète, je viens. Non. Ouais. Non, alors c'est-à-dire que y aller en TGV, c'était facile. Hein. C'est le retour qui a été plus compliqué. Alors pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, la SRS donc de Zero Motorcycle, elle ressemble à, j'ai envie de dire, elle ressemble à une japonaise.
Elle ressemble à une moto, on dirait Sportivo GT, Voilà. carénée. Franchement, je la trouve très jolie. Un bel éclairage à LED à l'avant, pas trop penché quand même. Très confortable. C'est très sympa. Ce qui est amusant, c'est qu'il reste le réservoir, en fait. Oui, alors, enfin, un faux réservoir dans lequel il y a de la place, soit pour mettre une option pour une batterie supplémentaire. Mais là, celle qui m'a prêté, c'était avec un chargeur rapide, enfin ou accéléré, on va dire, Bah, pour charger justement, à 12 kilowatts. 12 ah oui, quand même. La batterie fait quelle Elle capacité fait 12 kWh. Ouais, 12 c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est en termes d'autonomie. Alors là, par contre, c'est un peu plus délicat. Ah ah. Le constructeur dit en ville, évidemment, puisqu'en ville, on va pas vite, donc on va plus loin. Ils disent 259, je crois, kilomètres. Moi, je suis format beau bébé, je trimballais tout, mon ordinateur, etc. Alors bon, ça faisait un équipage en gros 150 kilos, quoi. C'est comme si je suis en duo. Ouais. Et là, pour le coup, c'est très variable, mais on va dire quelque part entre 160 et 180, suivant, peut-être parfois moins. Hein, si je vais sur l'autoroute à fond, c'est plutôt 100-120, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça change quand même le visage du voyage, j'ai envie de dire. Alors oui, moi qui suis je suis complètement incapable de planifier quoi que ce soit. Là, c'est très dur en fait. C'était vraiment contre nature, parce que ça veut dire qu'il faut réserver un hôtel, mais avec, en les appelant. Alors qu'avant c'était un clic dans Booking.com. Là non, ça serait possible d'avoir une prise ou pas dans le parking. Vous avez du triphasé. Enfin, attends, pardon. Et puis à midi, alors où je vais trouver un coin qui soit à la fois paumé, parce que je préfère les petites routes, mais où il y a une borne de charge et un resto à côté. Et là, pour le coup, on devient très très fort à jongler avec les différentes applications GPS en tout genre, quoi. Parce que y a eu on va se parler quand même de la conduite. Ça roule comment? Ah, ça roule, mais c'est merveilleux. Alors là, par contre... Ouais. Alors déjà, juste pour finir, il y a cette étape de planification qu'il faut apprendre à faire, c'est-à-dire à midi, je m'arrête et en 45 minutes, j'ai rechargé ma batterie et je suis prêt à repartir pour en gros 150 km en comptant large. Ah oui, donc ça va vite quand même. Donc oui, ça charge très vite, le temps du déjeuner, et puis le soir, je recharge une nuit sur une prise domestique et c'est vite fait aussi. Donc en fait, là, j'ai largement de quoi faire 300 km par jour. Et c'est pas rapide, mais comme je prends les petites routes, tout va bien. Et alors, à la conduite, franchement, c'est génial. C'est hyper confortable. Ils ont travaillé les suspensions pour que ça soit très confortable. Et j'ai roulé quasiment que sur des départementales. Et en Occitanie, il y en a quelques-unes qui sont bien pourries. Et ça m'a pas gêné à aucun moment. Après, c'est un moteur électrique. Et moi, c'était la 3e que j'essayais. En l'occurrence, c'est un moteur qui fait un peu plus de 105 chevaux, qui fait 19 mètres kilos de couple. C'est pour une moto, c'est l'équivalent en gros, un moteur de 2 à 3 litres. Ah oui, d'accord. Donc, c'est monstrueux. On est en permanence en mode ludicrous, quoi, tu vois, comme on dit chez Tesla. En mode quoi? Ludicrous, oui, bien sûr. Ludicrous, oui. Tu tournes la poignée. J'ai essayé de la tourner en mode sport, quoi, et j'ai tenu 2 secondes et demie avant de crier dans mon casque et de tout lâcher, un mélange de trouille et de bonheur, quoi. Il y avait marqué, ça commençait par 1,5 et quelque chose. Évidemment, c'était. Ah oui. J'étais sur une autoroute allemande à ce moment-là. Évidemment, bien sûr. Pour aller du Mans à Toulouse, ça paraît logique. Voilà. Et donc, non, j'ai vraiment eu. Non, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je vois Thomas qui se coule la tête et qui se dit je vais peut-être passer en permis moto finalement. Oui, c'est pas impossible quand je vois ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ils font des équivalents de 125 qui sont chez Zéro, que j'ai essayé aussi. Et on a l'impression de conduire une 600 alors que c'est marqué comme étant une 125. Donc déjà, il suffit de passer son extension de permis de 7 heures, là, qui est sans examen à la fin, et on peut conduire une 125, entre guillemets, électrique, et avec déjà une grosse patate. Sur, comment dire,
Le fossé technologique et culturel qui sépare, j'ai envie de dire, le gros des motards encore aujourd'hui de l'électrique, il est aussi massif que je le pense, ou il est en train de se réduire? Il y a une résistance, forte. En fait, tous les gens qui n'ont pas essayé d'électrique, ils sont là, mais moi, vivant jamais, avec les trémolos dans la voix. Là, s'il n'en reste qu'un, avec un embrayage. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus d'embrayage. Ben oui, Ah oui, on peut plus rentrer de rapport, ça n'a aucun sens. Non. Et il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus de sélecteur au pied. Mais par contre, ça avance super vite. Il n'y a pas le bruit. Mais en fait, le sifflement et l'accélération, ça donne quand même la banane. Non, c'est. Donc en fait, comme pour les. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'évangélisation, elle passe même pas par le prix ou par des choses comme ça, mais par l'essai, quoi. Oui, voilà. Et là, après, une fois qu'on a essayé, c'est comme la drogue. Hein. C'est difficile d'arrêter. Moi, je me demande quand même si le gap entre les motards et les automobilistes concernant le passage du thermique à l'électrique serait pas un petit peu plus réduit en fait au niveau des motards, parce que je pense que c'est des gens qui sont quand même assez attirés par la vitesse, par la vélocité, etc. Et je pense que la puissance que peut délivrer un couple auquel on a accès en une fraction de seconde sur une moto électrique peut vraiment attirer le motard et lui permettre quand même de passer à l'électrique un peu plus facilement. Ouais, ça leur parle en tout cas. Je pense que ça peut plus leur parler. Après, je sais pas ce que t'en penses, Tristan. Oui. Alors, je sais pas, moi je l'ai vécu qu'une fois en fait. J'ai essayé et puis je me suis dit mais c'est très étrange. Alors que pourtant j'ai toujours roulé sur des machines agricoles quoi. Hein. C'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai roulé sur des motos Guzzi qui sont des moteurs des années 60 qui vibrent à fond, etc. Donc le passage à l'électrique était. Puis après, j'ai roulé 10 ans en Harley, donc bon voilà, pareil, pas simple. Ah oui, des trucs qui se déplacent tout seuls, même au repos, quoi. Oui, c'est la béquille qui tremble et elle avance quand même, quoi. Tu vois, donc oui, peut-être que la performance va les attirer, mais il y a cet attachement au passage de vitesse, à la gestion assez fine de la mécanique qui est remise en cause avec l'électrique. Par exemple, moi je vois, il y a des Honda aujourd'hui avec des boîtes auto, des motos Honda, et ça me donne pas du tout envie, quoi. Mais alors vraiment, il y a plus d'embrayage, on passe éventuellement les rapports soit automatiquement, soit avec le pouce. Bah vraiment, en tant que motard, je vois pas l'intérêt, mais du tout. Mais en plus, ça fait un bruit de machine à coudre, enfin tout ça, toutes ces choses qu'on entend déjà par ailleurs. Exactement. Alors que là, c'est différent, mais ça m'a pas gêné du tout. Le prix, ça coûte combien une moto électrique comme celle que tu as essayée ? C'est un peu plus de 25 000 euros. Ah quand même, là il y a un fossé là. Aujourd'hui, une moto haut de gamme, ça vaut ça, quoi. Mais tu le disais, ça ressemble à une 600. Non, je dis que la 125 se conduisait comme une 600. Pardon. Là, c'est pas une très grosse moto, mais franchement, ça vaut le coup. Et c'est une moto haut de gamme avec les attributs haut de gamme, le tableau de bord en TFT avec l'application connectée au téléphone. Enfin bon, il y a des trucs, il y a des attributs haut de gamme. Des petits raffinements. On parlait de Zero, qui est un peu leader du marché parce que ça reste un petit marché. Oui. Qui d'autre fait des motos électriques aujourd'hui ? J'en sais rien du tout. Il y a Harley. Oui, alors oui, il y a fameuse Harley. LiveWire. Qu'est-ce que ça va être dur à vendre ? Parce que là, pour le coup, les propriétaires de Harley, ils sont hyper conservateurs. C'est des mecs, quand on leur a mis 4 soupapes par cylindre, ce que tout le monde fait depuis 30 ans ou 50 ans, les mecs, ils ont hurlé, c'était foutu, qu'on allait faire la guerre à la factory. Alors les mêmes en électrique, c'est juste pas possible, quoi. Ouais. Donc ils sont hyper traditionnalistes et ça va pas être facile de vendre des LiveWire. D'ailleurs, je crois qu'ils s'en vendent pas beaucoup. En tout cas, j'en ai jamais vu en liberté dans la rue. Et pourtant, à un moment, il y a un avenir qu'il va falloir arriver à préparer parce que il y a un jour où ces motos, on pourra plus les conduire en ville, quoi.
Oui, mais ça, c'est pas forcément les mecs les plus à même de comprendre ce genre de choses, en fait. Non, mais je sais, j'ai harléiste pendant 10 ans, quoi. Tu as fait partie de cette tribu, Oui. donc c'est. Mais oui, donc tu choisis un moteur. Déjà, quand ils ont mis des moteurs refroidis par eau, ce que tout le monde fait aussi pareil depuis 40 ou 50 ans, tous les mecs qui roulaient avec des Harley traditionnels refroidissement par air, enfin non, moi je roule pas sur une bouilloire. Hein. Ouais, oui, le chemin est encore long, mais je pense surtout pour eux, quoi. Hein, parce Ouais. qu'il y a ce choix traditionnaliste. Pour des gens qui roulent sur des motos japonaises plus récentes et qui sont intéressés par le couple, l'accélération, la performance, la nouveauté, là, ça sera beaucoup plus facile. Le fossé sera plus facile à sauter. Merci infiniment, Tristan, pour cette expertise que nous n'avons, mais alors pas du tout. C'est promis, si tu veux essayer une Harley, je me ferai fort de les appeler en ton nom pour un prochain road trip. Ou par exemple, pour aller à des concentrations Harley. Ça, je pense que là, tu vas avoir un succès fou. Oh, ils vont me jeter des pierres, ça va être sympa. Merci beaucoup, Tristan. À bientôt. À bientôt. Bon, Thomas, ça y est, tu vas aller passer ton permis moto? Je crois que j'ai très très envie d'essayer, surtout la 125 là qu'on peut. Alors, c'est super dangereux ce que je suis en train de dire en fait. Pourquoi? Mais parce que si tu conduis une 125 comme une 600 cm3, ça va être. C'est un peu hardcore pour quelqu'un qui n'a jamais piloté de moto. Je pense qu'en plus on peut parler vraiment de pilotage pour un newbie comme moi. À cette échelle-là, oui. Ouais, ça donne envie quand même. Il reste la barrière du prix, hein, parce que ces motos-là restent quand même. Alors évidemment, il a raison, Tristan, quand on compare du haut de gamme avec du haut de gamme. On reste sur des choses comparables. Maintenant, là, on va être quand même assez loin du prix d'un scooter 125 de base. Ouais, quand même. J'avoue que ça fait réfléchir quand même. Mais pour un test, je dis pas non. Bon, rêvons un peu. On va se parler de supercar. Rimac. Rimac, c'est une marque de supercar électrique que vous ne connaissez probablement pas. Si mes souvenirs sont bons, ils sont tchèques, dit-il en allant revérifier. Ils sont croates. Ils sont à côté de Zagreb. Et c'est un constructeur, ils existent depuis 2009 environ. En gros, c'est un fabricant de supercars, voire même de hypercars, 100% électriques. Alors, des voitures absolument sublimissimes qu'on attendra de comparer, par exemple, au futur nouveau Roadster de Tesla. Mais voilà, des choses qui ont leurs fans. Vous pouvez aller voir ça sur rimac-automobili, parce qu'évidemment, c'est croate.com. Mais bon, ça reste, j'ai envie de dire, un constructeur à la production. C'est pas, vous n'en trouverez pas. C'est confidentiel quand même. Ouais, voilà, on va dire un constructeur confidentiel, mais qui fait des choses absolument magnifiques. Allez voir. Mais là, c'est ça. On est dans le domaine du supercar, c'est-à-dire des toutes petites séries. Eh bien, Rimac pourrait racheter. Alors là, un nom du supercar qu'on connaît mieux, c'est Bugatti. Pourrait le racheter à Volkswagen parce que Volkswagen possède Bugatti. Pourquoi est-ce que Volkswagen a eu l'idée de revendre Bugatti à Rimac pour une opération plus intelligente qu'il n'y paraît? C'est pas juste pour récupérer de l'argent, pas du tout. Ils vont payer Rimac va les payer en actions. C'est-à-dire qu'en fait, Volkswagen va monter au capital de Rimac. Pourquoi ? Parce que tout à coup, ça va leur donner accès à tout ce que Rimac a développé en termes d'expertise sur l'électrique, sur les moteurs et sur le reste. Et à un moment où, évidemment, si vous êtes un constructeur comme Volkswagen, apparemment, vous en avez besoin. Mais pourquoi choisir de leur céder Bugatti ? C'est une belle marque quand même, Bugatti. Oui, Bugatti, c'est une super marque. Si tu remontes il y a quelques décennies de ça, tu voulais avoir une super voiture, tu avais une Bugatti. Dans les années peut-être 40 ou 50, je crois que Bugatti était complètement le summum de ce qui se faisait de mieux. Bon, après, la guerre est passée par là et ça a été un peu plus compliqué pour eux. Mais je pense que récemment, Bugatti s'est quand même pris quelques vestes avec ces deux modèles phares que tout le monde connaît, que tout le monde admire, l'Aveyron et la Chiron. C'est des modèles qui sont ultra réussis, c'est sûr, c'est des pièces d'orfèvre, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ça se vend mal, très clairement, ça s'est mal vendu. Mais quand on dit mal, c'est quoi ? Ils ont vendu je sais pas, entre 1000 et 1500, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais il me semble que déjà ils avaient sorti le deuxième modèle, ils avaient dit on sortira la Veyron une fois qu'on aura vendu 1000 Chiron, ou bien c'était l'inverse. Laquelle était la première, la Chiron ou la Veyron ? L'Aveyron, je crois. L'Aveyron, voilà. Donc ils sortiront la Chiron une fois qu'ils auront vendu 1000 Veyron.
Et l'Aveyron, pour atteindre 1000 exemplaires, ils ont mis des années. Si bien qu'ils ont été obligés après de personnaliser chaque version, parce que tu te doutes bien que quand tu mets 1 million d'euros dans cette voiture-là, et puis qui va te coûter une blinde à entretenir, qui va faire à peine 30 000 bornes, parce que déjà à 30 000 bornes, ça y est, la voiture elle est rincée presque. Tu veux avoir une voiture qui est personnalisée, donc ils ont sorti plein de modèles différents, etc. Donc c'est quand même des modèles qui leur a coûté énormément, qui n'ont pas été non plus des succès de malade comme on pourrait le penser, et donc peut-être qu'ils ont envie de se séparer de Bugatti, parce que Bugatti finalement c'est pas non plus ce qui va être super important pour le groupe Volkswagen. Non, clairement. Mais c'est là qu'on s'aperçoit évidemment que Volkswagen, ils ont un catalogue de marques absolument faramineux. Donc c'est vrai que tout à coup ça fait sens, parce que Rimac qui tout à coup va pouvoir faire des Bugatti électriques. Exact. Ça c'est intéressant. Ça c'est super intéressant. Et puis du coup Volkswagen va récupérer plein de technologies intéressantes pour Porsche, par exemple. Mais ce que les analystes mentionnaient, c'est que Volkswagen sait qu'il va falloir qu'ils se recentrent entièrement sur l'électrique et sur l'autonome, et que dans leur catalogue de marques, il y a plein de choses dont ils pourraient se séparer. Il y a Lamborghini aussi. Ouais. T'imagines des Lamborghini électriques. J'avoue que ce serait quand même assez extraordinaire. Il y a Seat, il y a Bentley. Alors là, mais bon, ça tient totalement debout, une Bentley électrique. Ah bah oui, ça va vite, c'est silencieux comme tout, c'est magnifique. Et alors, et c'est là qu'il aurait fallu qu'on réentende Tristan Nitto tout à l'heure, il y a Ducati. Ouais. Là, je pense que ça va être un petit peu plus dur de passer à l'électrique. Mais voilà, on se reparlera de Volkswagen, parce qu'il se passe pas mal de choses chez eux. Et puis, c'est chez un constructeur comme Volkswagen, j'ai envie de dire que la réarchitecturation de toute l'entreprise, j'ai envie de dire, c'est faramineux, parce qu'on parle de gens qui ont vécu pendant des décennies sur leur expertise absolue de motoristes, sur l'essence, sur le turbo-diesel. Un turbo-diesel Volkswagen, vous en avez vu passer des millions depuis que vous êtes né, de la Golf. Enfin, c'est faramineux. C'est-à-dire que ce serait une histoire à raconter de l'intérieur. Malheureusement, nous n'avons pas ce genre d'entrée. Moi, j'aimerais bien raconter l'histoire de l'intérieur, la révolution électrique vécue par un Volkswagen. C'est quand même quelque chose. Je pense que ça leur pose des questions sur plein de choses qui vont de la technologie au prix, à la vente, au service, parce que là aussi ça pose plein de questions sur le modèle économique des concessionnaires. Bref, ça on n'a pas fini de s'en parler. Bien, Thomas, je crois que ça y est, c'est la fin de ce premier épisode. On va se faire le débrief à chaud. Moi je trouve que ça manque d'essais. Ouais. En fait, il faudrait qu'on enregistre ce podcast à l'intérieur d'une voiture. On en essaie une différente à chaque fois. On commence par quoi ? On commence par la Porsche. Je pense que ça me paraît tout indiqué. Ah oui, par la Taycan, oui. La Taycan Turbo, rappelons, ils n'ont pas résisté quand même à faire 2 modèles de la même voiture électrique, dont une qui est turbo. Alors, si vous comprenez pas pourquoi je rigole, allez taper turbo dans Wikipédia, vous comprendrez pourquoi on se gratte un peu la tête en se demandant, mais à quoi ça sert de parler de turbo pour une voiture électrique ? Bah ouais. Voilà, merci à tous, c'était l'épisode 0, donc, des doigts dans la prise, nouveau podcast, évidemment, merci de nous avoir écoutés, pensez vraiment à aller retourner sur la plateforme sur laquelle vous avez téléchargé le podcast, que ce soit Spotify, Apple ou ailleurs. Évidemment, allez nous mettre 5 étoiles et puis allez commenter cet épisode. Non seulement ça nous fera plaisir, mais nous on n'a pas d'ego, mais surtout ça aidera d'autres à découvrir. Et puis si jamais vous voulez nous proposer une voiture à tester, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'à ce moment-là on pourra essayer d'aller chercher une voiture à tester. Ah mais je suis pas inquiet là, j'ai les numéros de tous les services de presse, on va aller se rappeler à leur bon plaisir, mais oui, je pense que pour la prochaine on va aller essayer une Porsche. Voilà. C'est dit. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thomas. Merci Cédric. À bientôt. À bientôt.